Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Avec nous, en plateau, un homme que certains comparent à l'abbé Pierre ou encore à Mère Teresa, un homme qui se bat depuis 40 ans contre la pauvreté à Madagascar et qui est aujourd'hui nominé au prix Nobel de la paix. Père Pedro Opeka, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, vous avez fondé en 89 une association qui s'appelle Akamasoa, les bons amis. Voilà, il s'agit de villages en dur qui ont permis à des centaines de milliers de personnes de sortir de la pauvreté, à vivre décemment, à des dizaines de milliers d'enfants d'être scolarisés. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes en France pour une série de conférences. Quel est votre message principal? Mais mon message, c'est toujours de prêcher un peu la solidarité, la fraternité, le partage. Depuis 40 ans, Madagascar, toujours avec les plus pauvres de cette île qui est une île extraordinaire, avec une population formidable, d'un accueil, d'une joie de vivre, mais malheureusement mal dirigée depuis l'indépendance, mal gérée. Eh bien, nos frères, ils vivent presque 70%, 80%, voire sous le seuil de la pauvreté. Alors, on ne peut pas s'habituer à voir un enfant qui a faim et qui sort dans la rue. Alors, vivre sous le... vous dites 70%, 3/4 de la population pratiquement qui vit sous le seuil de la pauvreté à Madagascar. Ça veut dire quoi concrètement, vivre sous le seuil de la pauvreté? Ça veut dire qu'on ne mange pas à sa faim, qu'on est malnutri, qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas un emploi, qu'on n'a pas aucune sécurité sociale. Aucune sécurité sociale. Vous êtes malade et vous êtes à la merci du bon Dieu. Hein? Alors, vous n'avez rien. On vit de jour en jour, on survit. Alors aujourd'hui, au 3e millénaire, quand nous avons tant de progrès économiques, technologiques, et que 1 milliard de personnes vivent au-dessous de la pauvreté, c'est un scandale. Je l'écris, pas seulement sur les plateaux, sur le terrain. Nous sommes allés avec mes amis, frères malgaches, 450, qui sont des professeurs, des médecins, des instituteurs, on a pris à bras-le-corps une population de 20 000 personnes. 20 000 personnes qu'il faut donner du travail, de la santé, l'enseignement, l'eau potable, tout. Alors, parce qu'ils étaient hors de la société. Ils étaient hors de la société. Alors concrètement, votre méthode, c'était quoi? Parce que vous dites, on leur a donné du travail. Ça veut dire quoi, donner du travail? Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père, mon papa, m'a appris à travailler avec mes mains quand j'avais 8 ans, 9 ans. Ma famille qui vient de la Slovénie, qui a émigré en Argentine, et nous étions 8 enfants dans la famille. Moi, je suis le premier garçon. Et mon père me dit, hey, mon fils, viens aider tes petits frères et sœurs. Et j'ai appris le métier de maçon à commencer à l'âge de 8 ans. Chaque jour férié, chaque vacances, je suis allé travailler. À l'âge de 14 ans, j'étais un petit maçon. À l'âge de 17 ans et demi, en Argentine, on a déjà construit la première maison pour des familles les plus pauvres, mapuches, à Cordillère des Légendes. Alors donc ça, à Madagascar, c'est ce que vous faites. Vous dites à un moment donné, on va construire un village, venez les uns les autres, prenez, construisez vos maisons en dur plutôt que de vivre dans un bidonville. Exactement. Ça commence comme ça. Et cette journée de charge, moi je pense que le pauvre doit être l'agent lui-même, son propre agent de résurrection, de la sortie de la pauvreté. Il doit prendre son destin en main. Mais alors, une fois que les maisons sont construites, tout le reste, comment il vit? Attendez. Avant, il faut convaincre les gens. Et parce que les gens qui vivaient dans une extrême pauvreté, ils étaient devenus fatalistes. Ils vivaient dans l'anarchie, aucune discipline. Alors, je les ai proposé. Si vous aimez vos enfants, parce que chaque famille avait plusieurs enfants morts, jusqu'à 7 enfants morts. Qu'est-ce que vous allez dire à une maman qui a perdu 7 enfants? Rien. Vous les prenez de la main et vous dites, si vous reste encore 1 ou 2 enfants, on va vous aider à qu'ils aient un avenir. Alors, créer des emplois, les encourager à travailler. Ensuite, scolariser les enfants. Et en plus, après, la discipline. Parce que s'il n'y a pas une discipline communautaire, commune, on ne peut pas vivre ensemble. Alors, quand vous dites créer les emplois, c'est quoi les emplois qui peuvent être créés dans ce genre de situation? Nous faisons nous-mêmes notre ville. C'est une ville des pauvres que nous avons fait avec 20 000 habitants. C'est-à-dire les maisons, les routes, l'assainissement, les espaces verts, les espaces de sport, les maternités, les hôpitaux, les lieux de sport. Tout, nous avons créé avec nos gens. Mais qui fonctionne aussi grâce à l'argent aux contributions. C'est pour ça que je suis en France. Je prends le bâton du pèlerin tous les ans. Je fais une tournée en France.
Je suis à Paris cette semaine. La semaine prochaine, je suis sur Lyon, Saint-Étienne, dans les Var, à Monaco. Et je ne rentre jamais les mains vides. Parce que quand les gens savent que l'argent arrive à destination, arrive pour les plus pauvres, aucune crise va les empêcher de participer. Est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression parfois de prêcher dans le désert, même si vous réussissez à solliciter Bien sûr, mais ça ne nous décourage pas. C'est sûr, c'est dur. C'est dur d'aller tous les jours dans les plateaux, tout le temps faire des interviews, tout le temps aller dans les radios, convaincre les gens. Eh bien, je dis, si c'est ça ce que Dieu me demande, si c'est ça le moyen pour convaincre mes frères, je dois le faire. Alors, revenons quand même sur votre expérience. Ça fait 40 ans donc vous êtes à Madagascar. Vous avez vu le potentiel qu'a cette île. Vous l'avez dit vous-même, elle a été mal gérée, mal gouvernée. Qu'est-ce que vous dites aux élites politiques de Madagascar qui finalement... Je le dirais à des Madagascar et de l'Afrique, parce que nous sommes dans la même situation. Occupez-vous de votre peuple. Ne cherchez pas les cultes de la personnalité. Ne cherchez pas les honneurs. Vous êtes élus pour servir votre peuple, ne pas vous servir. Vous êtes élus pour servir. Vous êtes les garants du dernier de vos citoyens. Voilà pourquoi on est élu président d'un pays. Mais ils n'ont pas... Enfin, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute? Je ne sais pas si à Madagascar ou ailleurs dans le monde, hein, c'est un conseil que je veux donner à tous ceux qui sont présidents de notre terre, parce qu'il n'y a pas qu'à Madagascar, il y a la pauvreté. D'après vous, quelles sont les raisons profondes de la pauvreté, à Madagascar notamment? C'est l'indifférence. C'est l'indifférence, c'est la corruption, hein, c'est le mensonge. Hein. On fait des promesses à bon marché sans après les réaliser. Après on dit, vous savez, c'est difficile de faire les choses. Mais vous les saviez avant. Pourquoi vous avez demandé aux gens de vous faire confiance, de vous élire? Si vous êtes élu, soyez à la hauteur des promesses que vous avez faites à votre peuple. Faites ce que vous avez dit. Faites ce que vous avez dit. Pourquoi moi? Je suis un étranger à Madagascar. Mais 40 ans, ils m'ont pris, mes frères à Madagascar, comme un de leurs. C'est eux qui me disent, mon père, vous êtes un de nous. Je dis merci de tout cœur. Parce que les paroles peuvent émouvoir, mais les actes convainquent. Alors, à Madagascar, ce qui peut-être rend la situation encore un petit peu plus difficile en ce moment, ce sont les sanctions de la communauté internationale, notamment les sanctions européennes, qui ont été décidées en 2010 suite à la prise de pouvoir non constitutionnelle, disons, d'Ange Radzouel. Qu'est-ce que vous pensez de ces sanctions? Est-ce qu'elles doivent être levées? D'abord, il faut savoir que c'était un soulèvement populaire. Hein. Il faut être là pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Il y avait un soulèvement populaire. J'ai suivi. Alors, le peuple a voulu un changement et bon, les choses... Ça se discute, hein, tout le monde n'est pas d'accord sur cette question. D'accord, mais venez là-bas, vous verrez. Mais je pense que maintenant, pourquoi punir le peuple si leurs dirigeants ou les politiciens ne se comprennent pas? Je pense que ce n'est pas juste de punir tout un peuple, de punir les enfants de Madagascar, les jeunes de Madagascar, le fermer encore plus leur avenir qui est déjà très difficile, souvent sombre. Pourquoi la communauté internationale il punit le peuple de Madagascar ou le peuple d'Afrique? Ça, il faut qu'ils revoient cette décision qu'ils ont prise. Alors, je vois que beaucoup de gens lèvent la voix pour dire non, il faut enlever toutes ces suspensions d'aide. Et bon, vous voyez, si Pierre Lunel, qui est un professeur, qui a écrit, un écrivain qui est venu là-bas... Qui a écrit un livre, d'ailleurs, Père Pedro, prophète des bidonvilles. Qui m'a suivi, voilà, il témoigne lui-même, parce que c'est les témoignages des autres qui maintenant nous appuient dans ce combat, cette lutte qui est quotidienne contre la pauvreté, contre la misère. Parce que Madagascar, un pays avec tant de richesses, avec une jeunesse extraordinaire, très intelligent, ne mérite pas cette pauvreté. Alors, quand même, pour en revenir aux sanctions européennes, une des raisons, c'est justement de pousser pour un processus démocratique et pour des élections. Elles risquent d'être reportées prochainement. Quel est votre regard sur la politique malgache en ce moment? Mais la politique malgache se cherche. La démocratie, vous avez plus de 200 ans d'expérience démocratique à Madagascar et en Afrique. Nous sommes au début de la démocratie. Ça fait quoi, 53 ans que Madagascar est indépendant. Et nous cherchons notre voie.
à la malgache. Hein. À la malgache. Alors, vous parliez aussi tout à l'heure de corruption et d'aide au développement. Ce que craignent souvent, alors les gens à qui vous faites appel ont peut-être la certitude que l'argent arrivera à bonne destination, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'organisations et de beaucoup d'argent qui va à l'aide au développement. Et c'est pour cela qu'il faut aider les missionnaires, c'est pour ça qu'il faut aider qui sont au bout de la forêt, au bout de la brousse, qui sont au milieu des plus pauvres. Alors l'argent sera bien utilisé aussi aux ONG dont vous avez confiance. Quand vous donnez, vous devez avoir confiance à la personne que vous donnez. Et si un jour vous êtes déçu, je demanderai à tous les spectateurs, ne baissez pas les bras, ne dites pas je ne veux plus aider et choisissez une autre ONG, une autre personne qui a votre confiance. Mais nous devons tous participer dans ce combat contre la pauvreté parce que la différence est tellement énorme. Les familles à Madagascar vivent avec des centimes. Et à Madagascar et en Afrique, on ne peut pas vivre avec des centimes ni avec 1 euro par jour. Parce que les médicaments sont plus chers, les gasoils, l'essence est plus cher, les matériaux de construction sont plus chers qu'en France et les salaires d'un médecin à Madagascar, c'est 90 euros. Hein. Chez nous, à Kamassou, il y a des médecins, il y a des professeurs qui travaillent pour 60-70 euros par mois. Alors, ce sont des hommes courageux qui aiment leur peuple. Je ne m'en dis pas, je cherche justice. Je cherche la justice et voilà, ce sera le mot de la fin, Père Pedro. Merci beaucoup justice pour la paix. Justice pour la paix. Et le partage va amener la paix à Madagascar, en Afrique et dans notre terre. Et voilà, merci. Je crois qu'on aura bien compris votre message, Père Pedro. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Il y a aussi un site internet d'ailleurs qui est consacré à votre action, perpedro.com. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça va vite.